va, merci beaucoup. Merci tout d'abord de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Je suis contente de venir un petit peu échanger avec vous et vous présenter ma recherche finalement, mon projet de recherche, ma thématique de recherche, avec plein d'aspects qui ne viendront pas que de ce que j'ai fait, mais aussi de ce que toute la communauté corallienne fait, concernant la relation qu'elle entretient avec le monde microbien, qu'il soit prokaryote ou eucaryote. Alors, quand on dit corail, on parle de récifs coralliens. Pourquoi s'intéresser aux récifs coralliens alors que ce ne sont que ces petits points rouges sur cette carte ? Les récifs coralliens, c'est finalement moins de 0,2% de la surface des océans. Bon, la France en détient un bon nombre de ces 0,2%, puisque 10% des récifs sont sur des territoires français. Mais malgré cette faible présence, finalement, à l'échelle du globe, les récifs coralliens ont une grande importance, ont une importance en termes de biodiversité, puisque au moins, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de la biodiversité marine, mais au moins un tiers de la biodiversité marine qui est décrite, eh bien, elle est décrite au sein des récifs coralliens. Donc, c'est certainement une niche de diversité très importante. Mais aussi parce que, économiquement, les récifs coralliens sont très importants pour un très grand nombre de populations. Tout d'abord, celles qui y pêchent. Donc, c'est effectivement un endroit où on va avoir une biomasse en termes de poissons très importante. Donc, en général, la pêche est très importante sur les récifs. En termes de matériaux aussi, les coraux, je vous le redirai, ils produisent un squelette de carbonate de calcium. On les appelle parfois les ingénieurs du territoire parce qu'ils produisent de la roche, ils produisent du carbonate de calcium qui peut ensuite être utilisé à terre pour construire des maisons, pour construire des digues. Et bien sûr, naturellement, le récif forme une digue qui empêche l'érosion des côtes. Et enfin, les récifs coralliens ont aussi une importance économique de par leur attractivité en termes de tourisme, plus ou moins raisonnée, comme j'ai essayé de vous montrer sur ces images. Et donc, tous ces aspects-là en font que les récifs coralliens sont très étudiés, qu'il faut les sauver, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour le faire, comme toujours. Alors, maintenant, pour revenir à quelque chose d'un peu plus scientifique, qui sont les récifs coralliens ? Les récifs coralliens sont faits à partir de cnidaires, de plusieurs classes différentes. Alors, ça, j'imagine que vous connaissez bien cette classification-là. Je vous l'ai remise juste pour attirer l'attention qu'on a ce qu'on appelle du corail constructeur de récifs, aussi bien dans la classe des hydrozoaires. Je crois qu'il y a un point de... Aussi bien dans la classe des hydrozoaires, ici, avec le corail de feu, que dans la classe des anthozoaires, que je vais vous détailler. Les deux autres classes, cubozoaires et scyphozoaires, sont plutôt représentées par des organismes dont la phase méduse est la phase prédominante et qui ne calcifient pas. Alors, parmi les anthozoaires, dans lesquels on va aussi trouver des phases coralliennes, on a bien sûr les hexacorallières avec les coraux constructeurs de récifs. C'est là où on va trouver la plus grande biodiversité de coraux. Cousins des hexacorallières, on a les anémones de mer, qui, elles, ne sont pas calcifiantes, mais qui présentent des avantages expérimentaux intéressants. Donc, beaucoup d'études en laboratoire, et notamment un certain nombre d'études que je vais vous présenter, ont été en réalité faites par les cousins des coraux, qui sont les anémones de mer, parce que plus simple, en fait, à utiliser comme modèle de laboratoire qu'en corail. Et ensuite, on a les octocorallières avec, les Anglais les appellent aussi des coraux, les gorgones ou encore les coraux mous qui présentent tous les deux un squelette calcaire qui est beaucoup moins important que les coraux constructeurs de récifs. Alors, le corail dans le monde des microbiotes, est un hôte très important. C'est pour ça qu'on l'appelle l'holobionte corail, parce qu'il abrite un certain nombre d'organismes, une grande diversité d'organismes. Il abrite des bactéries, dont des cyanobactéries et des bactéries diazotrophes, donc qui fixent l'azote. Il contient à l'intérieur de son squelette notamment un grand nombre de champignons. Il également abrite un bon nombre d'algues endolithiques
qui sont des perforeurs souvent du squelette. On a identifié un certain nombre d'archées, des virus également. Hein, le virome du corail est de plus en plus étudié. Et également, et c'est plutôt là-dessus dont je vais baser ma présentation, un microbiote eucaryote qui est un unicellulaire, une algue photosynthétique qui est très importante et c'est certainement l'aspect qui est le plus étudié dans le monde corallien et qui crée une véritable symbiose mutualiste à intérêt mutuel entre le cnidaire et cette algue unicellulaire. Alors, parmi les coraux symbiotiques, donc symbiotiques avec ces algues, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples de... j'y arriverai pas. Voilà. Beaucoup d'exemples d'anthozoaires, donc je vous les remets là, les gorgones, les coraux mous, les anémones de mer. Toute cette coloration marron que vous voyez très clairement ici sur un corail, ici sur verdâtre sur l'anémone de mer, ces petits ombrages marrons que vous voyez là, ou encore un petit peu d'ombre marron que vous voyez également au niveau de la gorgone, sont en fait dus aux algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur des tissus de ces organismes-là. Sans ces algues, l'organisme redeviendrait blanc, transparent pour certains. Donc voilà à quoi ressemblent ces algues symbiotiques. Donc ce sont des algues qui font environ 10 microns. Qui font environ 10 microns, et on le verra tout à l'heure, qui sont à l'intérieur même des cellules de l'hôte cnidaire. Alors, petit rappel sur l'anatomie d'un polype de cnidaire, hein, c'est simple, j'appelle ça souvent un sac, avec une ouverture, 2 anses qu'on appelle les tentacules, une cavité qui s'appelle aussi la cavité célentérique, c'est la cavité digestive, et au niveau des parois aussi, deux tissus très simples, monostratifiés, un épiderme ici, qu'on utilise parfois le terme encore embryolaire de ectoderme, et ici le gastroderme, encore à nouveau le terme endoderme qu'on utilise parfois, et entre les deux, du collagène et de l'eau, essentiellement, de la mésoglée, ce tissu acellulaire ici qui s'appelle la mésoglée. Alors sur ce schéma, ce que j'ai voulu représenter, c'est surtout ce tissu gastrodermique avec à l'intérieur donc les algues qui vivent donc dans les cellules du gastroderme. Là, vous avez une coupe en microscopie électronique avec l'épiderme, le gastroderme et ici ces spots noirs qui correspondent aux algues donc symbiotiques dont je vais vous parler un peu plus maintenant. Alors ces algues symbiotiques donc sont des eucaryotes, sont des symbiotes que vous voyez là, hein, là tous ces points marron, jaune que vous voyez là. On en a une grande densité. On a environ 3 millions de symbiotes par milligramme de protéines, ça ne va pas beaucoup vous parler, mais on a 1 million de symbiotes par centimètre carré de récif. Donc une très très forte biomasse de ces symbiotes. Symbiotes qu'on peut retrouver à l'état libre. Ils ont aussi des phases à l'état libre, mais jamais dans ces concentrations. Donc on a une biomasse symbiotique qui est bien plus importante que la biomasse à l'état libre, ce qui nous fait déjà penser d'un avantage évolutif à vivre à l'intérieur de l'hôte. Donc voilà à quoi ressemble le symbiote lorsqu'il est à vie libre, hein, on dirait un petit champignon avec 2 flagelles, un flagelle équatorial, un flagelle longitudinal. Effectivement, ils font partie des dinoflagellés, du phylum des dinoflagellés. Donc on est chez les chromoalvéolates comme règne. On les appelle communément les zooxanthelles. Ah, Marc-André n'est pas là, heureusement, parce qu'il a horreur de cette terminologie. Ils n'ont rien de zoo. Effectivement, le terme xanthelle est aussi un terme très utilisé, mais c'est un terme commun, non vernaculaire, qu'on s'autorise encore à appeler pour ces organismes dinoflagellés. Leur particularité, c'est d'avoir un noyau qu'on appelle un dinocarion, avec de la chromatine qui est toujours condensée. Vous voyez les spots noirs qui sont là, ça c'est une particularité, je dirais, des dinoflagellés et bien sûr aussi de ces organismes. Des chloroplastes, donc ce sont bien des microbes photosynthétiques, qui possèdent aussi un pyrénoïde, qui est un organe d'accumulation très important pour la photosynthèse. Donc ici, nous avons la situation dans l'hôte, et dans l'hôte,
l'algue perd ses flagelles, elle ne possède plus de flagelles, elle peut les récupérer au bout d'une division à l'état libre, mais dans l'hôte, on n'a pas les flagelles, et même la paroi, qui est une paroi cellulosique un petit peu particulière chez les dinoflagellés, elle change de constitution, d'épaisseur dans l'hôte, plutôt que lorsqu'il est à vie libre. Alors, oui, voilà, je vous ai remis là, donc on est ici chez les alvéolates, hein. Donc, dinoflagellés alvéolates, on est en train de parler d'une vie en association entre un alvéolate et un animal. Donc, on est assez distincts et pourtant, on va voir qu'on a plusieurs phénomènes de coévolution qui se sont mis en place. Alors, je vais un tout petit peu plus loin pour vous parler de ces dinoflagellés. Donc, qui sont-ils véritablement? Le premier dinoflagellé, la première algue qui a été identifiée, elle a été identifiée chez une méduse, chez Cassiopée. Et on l'a appelé à l'époque Symbiodinium microadriaticum. Et pendant très longtemps, donc des années 60 jusqu'aux années 80, dès qu'on voyait une algue qui ressemblait à un dinoflagellé symbiotique, on lui donnait le nom de Symbiodinium microadriaticum. Et ensuite, alors je dois dire avant même les analyses moléculaires, mais dès qu'on a commencé à regarder de plus près, on s'est aperçu qu'on avait quelques différences de taille, de nombre de chloroplastes, de particularités aussi des flagelles, qui en font qu'aujourd'hui, on est bien à même de savoir qui sont toutes ces symbiodiniums. Et on parle aujourd'hui, grâce à la phylogénie moléculaire de clades, on n'est pas très originaux. Les clades des symbiodiniums, on les appelle de A à I. Hein. On a aujourd'hui 7 lignées de ces organismes-là. Et lorsqu'on va de plus près même, on trouve également à l'intérieur de ces lignées d'autres lignées bien établies. Et le niveau d'espèce, aujourd'hui, on l'identifie au niveau intraclade. Donc ici, on est à un niveau plutôt de genre. Donc on est bien loin de notre Symbiodinium microadriaticum. Et la dernière phylogénie qui a un petit peu révolutionné notre taxonomie de dinoflagellés symbiotiques, elle est apparue donc l'année dernière, où tout à coup, Symbiodinium n'existe plus en tant que genre commun à tous les clades. On parle maintenant de la famille des Symbiodinacées. Et dans la famille des Symbiodinacées, on retrouve nos clades A, B, C, etc. Le clade A, on lui a gardé le terme de genre Symbiodinium. Les autres ont pris des nouveaux noms de genre qui correspondent à la première lettre du clade, histoire de ne pas trop se mélanger. Et donc, par exemple, le clade C, c'est un cladocopium. Alors, species, si on n'arrive toujours pas à déterminer l'espèce, mais pour certains, on est arrivé jusqu'à leur donner des dénominations d'espèces. Bref, ce que je vous présente là, c'est également une symbiose entre un autre corail et une grande diversité d'eucaryotes unicellulaires qui font partie de la famille des Symbiodinacées. Ces symbiotes peuvent se présenter uniques dans un hôte. Un symbiote, un hôte, c'est très rare, on les appelle des hôtes spécialistes. La plupart du temps, c'est du généralisme, c'est-à-dire on retrouve plusieurs de ces espèces, de ces sous-espèces, de ces clades de Symbiodinium au sein d'un même hôte. Alors le succès de cette symbiose, parce que je vous disais que c'était une symbiose mutualiste, c'est un échange trophique à divers niveaux entre l'hôte et le symbiote. Et c'est certain que la base de ce succès de symbiose se fait par le fait que le symbiote, malgré qu'il soit à l'intérieur des cellules d'un hôte, à l'intérieur de son tissu le plus profond, il fait toujours de la photosynthèse et donc il est toujours à même de fournir des produits de la photosynthèse à son hôte cnidaire. Donc il continue à produire du carbone organique et à le transférer à l'hôte cnidaire qui est ici la cellule qui abrite l'algue symbiotique. Ici, il y a 2 algues symbiotiques dans une cellule de cnidaire. Et aussi, ce transfert, il va ensuite diffuser dans tous les autres tissus du cnidaire. Donc, c'est un apport trophique très important. Jusqu'à 95% des besoins énergétiques de l'hôte peuvent venir du symbiote photosynthétique. Donc ici, c'est un petit schéma très simplifié, très récapitulatif de ce que devient ce carbone organique produit par la zooxanthelle.
donc par sa photosynthèse. Elle en garde dans l'eau, quand elle est dans l'eau, elle en garde une petite partie pour elle, pour son propre métabolisme, sa propre croissance, et une grosse partie, donc 90, alors en moyenne c'est 60%, mais on a vu dans certains modèles même 98%, qui vont être transférés vers l'hôte animal. Alors l'animal, il tire profit de cet apport autotrophique, mais bien sûr toujours de sa nutrition hétérotrophe, et tout ce carbone qui arrive au niveau cellulaire est ensuite utilisé pour toutes ces fonctions qui vont de son métabolisme aux réserves, à la croissance, bien sûr, en période de reproduction encore plus. Et pour les coraux constructeurs de récifs, une grosse partie de ce carbone organique va servir aussi à former la matrice organique qui permet la constitution du squelette du corail, en plus, bien sûr, du carbonate de calcium. Donc, pour arriver à ce fonctionnement, à ces échanges très importants entre l'hôte et le symbiote, eh bien, il y a eu plusieurs processus d'adaptation à cette symbiose, et je vais vous en citer que quelques-uns, un petit choix parmi ces processus d'adaptation. Le premier est certainement une optimisation de l'exposition lumineuse du corail pour favoriser la photosynthèse du symbiote. Donc, comment fait-il? Eh bien, tout simplement, la distribution des coraux, elle se fait bien sûr plutôt à la surface. Donc, au niveau larvaire, on va avoir une implantation de la larve et sa métamorphose plutôt dans des zones éclairées. Et également, on a une plasticité de la morphologie du corail qui va aussi favoriser l'exposition à la lumière. Donc ici, on est en train de parler d'une espèce, l'espèce Stylophora pistillata, qui est un corail assez ubiquitaire à l'échelle du globe. Celui-ci venait de Mer Rouge, mais on en trouve un petit peu de partout, qui peut présenter une morphologie qui varie en fonction de la profondeur. En surface, il a une morphologie plutôt branchue, et en profondeur, donc là je vais en profondeur, une morphologie plutôt plate, on dit plutôt en platier, et cette plasticité dans la morphologie du squelette, eh bien, elle est là pour favoriser la photosynthèse des symbiotes. En profondeur, on n'a pas beaucoup de lumière, donc on a plutôt une morphologie plate pour amener la lumière à l'ensemble des algues photosynthétiques. Par contre, à la surface, la morphologie branchue permet à l'inverse plutôt un ombrage pour réguler et protéger un tout petit peu des tissus d'une radiation lumineuse qui serait trop importante. Il y a également des adaptations à plus court terme. Ça, c'est une adaptation jour-nuit, journalière. On a Plerogyra sinuosa, qui a un corail à bulles, on l'appelle, parce que le jour, il contracte ses muscles pour former ces bulles ici, qui étirent ses tissus et donc qui permettent à toutes les algues d'avoir à peu près la même quantité de lumière, alors qu'à l'obscurité, eh bien, ces bulles disparaissent. Ce sont les tentacules qui sont mis à l'honneur, des tentacules prédateurs, qui, eux, vont plutôt favoriser la prédation hétérotrophe. Donc, on a ici une adaptation autotrophie-hétérotrophie qui est optimale pour assurer les besoins trophiques de l'animal cnidaire. Toujours pour optimiser l'exposition à la lumière, il faut également arriver à se défendre de certaines lumières qui peuvent être endommageantes, comme les UV, mais également de transformer des lumières inutiles en lumières utiles. Alors ici, vous avez plusieurs coraux qui présentent des colorations différentes, c'est un petit peu ce qui fait la beauté du récif. Ces colorations différentes ne sont pas dues à l'algue, sont dues à des pigments qui sont de la famille des green fluorescent proteins, donc des protéines fluorescentes. Celles-ci ne sont pas sont fluorescentes dans le visible, elles ne sont pas UV fluorescentes. On les appelle des pocilloporines parce qu'elles ont été identifiées pour la première fois dans un corail qui s'appelait Pocillopora. Et elles ont plusieurs rôles. Elles ont un rôle de défense, effectivement, contre les radiations lumineuses. Mais ici, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est leur rôle de protection. Alors ici, j'ai resimplifié notre holobionte avec le tissu animal, l'algue, et cette couche de molécules pocilloporines que l'on retrouve généralement dans l'épiderme, donc les plus exposées, et qui vont avoir un rôle très intéressant, puisqu'elles vont, comme elles-mêmes sont fluorescentes, elles permettent
attirer de la lumière qui n'est pas photosynthétiquement active, c'est-à-dire qui ne sert à rien point de vue algue, qui ne va pas stimuler la chlorophylle, qui ne va pas stimuler la photosynthèse, mais par leur propriété de fluorescence, elle va la réémettre à une longueur d'onde plus élevée qui, elle, pourra stimuler l'algue. Et donc, elle va fonctionner un petit peu comme relais, elle va protéger certains rayonnements lumineux, le tissu, mais va également réémettre une longueur d'onde qui, elle, va être bénéfique pour l'apport trophique de l'algue photosynthétique. Autre particularité, donc ça c'est maintenant une vraie protection uniquement contre les UV. Alors elle a été identifiée il y a quelques années puisqu'on s'est posé la question comment des coraux, alors là en plus on est sur un récif même qui peut être émergé, comment ces coraux ils arrivent à supporter plusieurs jours, toute leur vie, à une exposition solaire qui pour nous ferait des coups de soleil à bien moindre quantité. Donc comment se fait-il que ces animaux arrivent à se protéger notamment des rayonnements UV? Et alors ce qui avait été fait il y a quelques années, c'est mesurer un petit peu le spectre d'absorption qu'on avait ici sur un corail qui pouvait se retrouver à la surface lorsqu'il était en présence de lumière modérée ou en forte lumière. Et en forte lumière, on voit qu'on a un pic là qui apparaît, un pic d'absorbance qui correspond à une molécule. Alors on ne savait pas ce que c'était, on les avait appelées les molécules 320 parce que voilà, l'absorption était à 320. Donc pendant longtemps, on les a appelées molécules 320. Et ces molécules 320, en fait, il n'y en a pas qu'une. Il y a une famille de molécules qui se situent autour du pic à 320. Sont en fait des petits acides aminés qu'on appelle des mycosporines-like acides aminés, qui ont donc un corps d'acide aminé aromatique avec des modifications ici en C1 qui font que ces modifications en C1 leur fait changer un tout petit peu leur spectre d'absorption et leur permet d'absorber à plusieurs types de longueur d'onde et donc de constituer une véritable barrière contre les UV. Alors on s'est posé la question d'où venaient ces MAA. Et effectivement, le symbiote, à l'état libre, produit des MAA. Il en produit 2, 3, pas plus. Ils ont testé plusieurs symbiotes et systématiquement, ils n'ont que 3 différents types de MAA. Ils ont regardé ce symbiote à l'intérieur de l'hôte et ils se sont aperçus que dans l'hôte, le symbiote, tout à coup, contient beaucoup moins de MAA. Ce qui n'est pas totalement logique, mais ils sont ensuite allés voir qu'est-ce qui se passait dans les tissus de l'hôte animal, et là ils se sont aperçus qu'en fait les MAA qu'ils ne trouvaient plus dans le symbiote se retrouvent en réalité à l'intérieur des tissus de l'hôte animal, et là je vais plus loin, non seulement ils se retrouvent à l'intérieur du tissu animal, mais en plus on en a beaucoup plus. On a les 3 formes qu'on retrouvait bien sûr chez le symbiote, mais aussi d'autres formes de MAA. En fait, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'il y a effectivement une coopération forte entre les deux partenaires pour se protéger contre les rayonnements UV. Inutile de se protéger dans l'algue si on a un tissu animal qui peut être endommagé. Donc on a tout d'abord un transfert de CMA vers l'hôte animal et on a aussi une capacité de l'hôte animal à décliner encore plus de ce que pourrait faire l'algue, ces différents MAA, pour créer vraiment une barrière très très importante. Ces processus de coévolution ont également mis en évidence quelque chose dans des études intéressantes, c'est que la voie de production de ces acides aminés aromatiques, qui normalement n'est pas animale, les métazoaires n'ont pas cette voie de production des acides aminés aromatiques, eh bien on la retrouve lorsqu'on regarde le génome de Nematostella vectensis. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on savait faire et qu'on ne sait plus faire dans les métazoaires? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été acquis par transfert horizontal, on en a entendu parler ce matin, qui permet donc d'avoir une protection contre les UV qui est normalement plutôt végétale, mais également au sein d'un tissu de cnidaire, donc plutôt animal. Autre type d'adaptation à la symbiose, c'est la fourniture de CO2. Alors, pareil, on se retrouve face à une situation où on a un hôte animal qui a besoin de fournir en carbone inorganique son algue.
l'algue est dans les tissus de l'animal. Un animal, en général, ça sécrète du CO2, ça n'absorbe pas du CO2. Or, ici, on a une situation où l'animal est obligé d'absorber du carbone inorganique pour assurer la photosynthèse de son symbiote, qui en échange lui donnera des sucres, des acides aminés ou encore des lipides. L'absorption se fait à partir du bicarbonate, qui est la forme la plus importante dans l'eau de mer, au travers de tout un mécanisme un petit peu sophistiqué qui ressemble pas mal à ce qu'on retrouve au final dans le néphron rénal et qui part d'une acidification du milieu très locale qui permet de titrer du bicarbonate, le transformer en CO2. Le CO2 désormais peut diffuser à l'intérieur des cellules. Il y a des enzymes qui vont aider pour cela. Le CO2 dans la cellule est séquestré à nouveau sous forme de bicarbonate, sinon il ressortirait. Le bicarbonate ressort, et là il y a un point d'interrogation, j'ai oublié de le changer, mais en fait c'est un échangeur chlore-bicarbonate qui va permettre de faire sortir ce bicarbonate. Là on ne sait pas comment il rentre. Là il y a tout un pan d'études qui n'a pas du tout été développé. Mais une fois qu'il est dans la cellule gastrodermique, ce bicarbonate sera enfin transformé en CO2, puisque l'algue, elle, ne sait fonctionner qu'avec du CO2. Cette dernière transformation du bicarbonate en CO2 va produire un OH- qui sera forcé de sortir, ce qui va créer une polarité fonctionnelle au sein de ce tissu, de ces épithéliums, avec absorption de bicarbonate et sécrétion d'OH-, et donc avec également des variations de pH de part et d'autre des membranes. Ces variations de pH, on peut les identifier facilement. Je dirais que c'est des expériences que vous pouvez faire très bien en classe, puisque en prenant un tentacule peut-être d'une anémone, parce qu'en corail c'est pas facile, on peut mesurer avec un pH mètre les variations de pH qui sont lumière dépendantes, les variations de pH qui sont absorption de bicarbonate dépendante. Donc à l'intérieur des tentacules, on voit une cavité célentérique avec des fluctuations de pH, et par contre dans le milieu extérieur, le pH reste stable. Alors de manière un peu plus sophistiquée, on peut regarder la même chose, mais au niveau de la cellule animale ici qui abrite l'algue, et on voit qu'entre l'obscurité et le jour, on a chez une anémone de mer ici qui contient les algues, une augmentation du pH, 0,3 à peu près en une journée, des fluctuations de 0,3 en une journée pour l'homéostasie pH d'une cellule animale. C'est quelque chose qui est assez original, puisque vous savez que les enzymes doivent pouvoir être contrôlées avec un pH stable. Or ici, on se retrouve avec un animal qui sait gérer des fluctuations de 0,3 pH entre le jour et la nuit. Dernière adaptation que je voudrais voir avec vous, c'est la tolérance à l'hyperoxie. Parce que de la même manière qu'on a ce côté un peu extraordinaire d'un animal qui doit gérer son symbiote en lui fournissant du CO2, il faut aussi qu'il puisse gérer la production d'oxygène qui est concomitante à la photosynthèse du symbiote. Le symbiote, il fait de la photosynthèse, certes il produit des sucres, mais il produit aussi beaucoup d'oxygène. Un organisme photosynthétique est paré pour résister à ces fluctuations d'oxygène. Un organisme animal n'est pas adapté à supporter des variations d'oxygène entre le jour et la nuit qui peuvent aller jusqu'à 3 fois la norme oxy. Donc là, mon point pointillé, là, c'est la norme oxy d'oxygène dans l'eau de mer. On voit que le jour, on triple les quantités d'oxygène à l'intérieur des tissus ici de l'anémone de mer. Ça, c'est un petit tentacule en sac qui est... il ne faut pas le faire quand on est énervé, mais c'est un exercice. Et on a effectivement une augmentation de l'oxygène à la lumière. Et à l'obscurité, par contre, l'oxygène à l'intérieur de l'animal chute à des valeurs hypoxiques. Et si on avait continué, jusqu'à des valeurs proches de l'anoxie, jusqu'à moins de 1% d'oxygène. Donc on est face à un organisme qui, entre le jour et la nuit, subit des transitions hyperoxie, hypoxie, hyperoxie, hypoxie, très fortes, originales pour un animal. Et bien sûr, on se pose la question, mais est-ce que cet animal, comment il gère? Est-ce qu'il y a une production d'espèces actives de l'oxygène? Comment il gère cette production d'espèces s'il y en a une? Alors tout d'abord, est-ce qu'il y en a une? Donc là, j'ai gardé rose pour espèces réactives de l'oxygène.
Oui, le jour, on a bien, ici c'est un radical hydroxyle, on a bien une production de ROS lorsqu'on est à la lumière, et pourtant, on n'a pas de dommages. Les protéines ne sont pas endommagées, les lipides ne sont pas endommagés, l'ADN n'est pas endommagé, heureusement, parce que s'il devait être endommagé chaque jour et réparé chaque nuit, ce serait un peu trop coûteux. Donc il y a des processus pour gérer cette production de ROS qui est bien présente, mais qui est gérée par le CNIDER. Comment elle est gérée? Alors, il y a tout un tas de littérature qui explique comment elle est gérée. Je suis repartie par la plus ancienne, qui finalement, je trouve que c'est encore celle qui présente l'information la plus claire. C'est ici une anémone de mer. On a regardé qu'est-ce qui peut permettre de contrer les espèces actives de l'oxygène au niveau des tentacules, au niveau de la colonne, au niveau du pied. Pourquoi cela? Parce qu'on a beaucoup d'algues au niveau des tentacules, on n'en a pas beaucoup au niveau de la colonne et on n'en a pas du tout au niveau du pied. Donc on a naturellement déjà un gradient d'algues et on le voit parce qu'on a beaucoup de chlorophylle là-haut, pas beaucoup au niveau de la colonne et on n'en a pas du tout au niveau du pied. Et regardez les valeurs de deux enzymes ici qui sont des enzymes antioxydantes, superoxydismutase et catalase, eh bien on a quelque chose de totalement proportionné. Beaucoup de chlorophylle, beaucoup de SOD, beaucoup de catalase, pas de chlorophylle, très peu de SOD et très peu de catalase. Donc le CNIDER tolère des conditions pro-oxydantes jour-nuit en augmentant ses défenses antioxydantes, en ayant un bagage de défense antioxydante plus proche d'un végétal, certainement que d'un animal. Alors, mon titre, c'était quand même les cnidaires à l'ère de l'Anthropocène. Et les cnidaires à l'ère de l'Anthropocène, eh bien, ils souffrent. Et notamment, cette symbiose, elle est mise en difficulté par des phénomènes de rupture de symbiose, ce que j'ai appelé ici le divorce, où l'animal perd ses symbiotes pour différentes causes. Les causes sont des causes directes, d'un impact humain direct. Bon, ici, c'est un impact mécanique. Ça peut être les fameuses crèmes solaires que l'on se met lorsqu'on se baigne tout près des coraux. Ça peut être des pollutions aussi, des pollutions chimiques ou des pollutions qui viennent effectivement oui, ces productions chimiques qui peuvent venir effectivement directement des activités humaines à terre. Et enfin, un changement climatique qui est toujours une pollution anthropique, mais qui est un tout petit peu plus indirecte. Et bien sûr, les gros titres aujourd'hui, vous les connaissez, changement climatique, c'est-à-dire réchauffement climatique et acidification des océans. Donc l'ère de l'Anthropocène met un petit peu à mal ces cnidaires et leur manière de nous dire quelque part qu'ils souffrent, ou en tout cas on a la chance d'avoir des organismes qui par la symbiose sont capables d'envoyer un signal de souffrance, c'est ce que j'appelle le blanchissement. Le blanchissement corallien, c'est la rupture de la symbiose. L'animal ici n'est pas mort. Bon là, c'est des images en macroscopie, mais si on regarde de plus près, il y a toujours les polypes autour, il y a toujours les tissus animaux autour de ce corail, mais il a perdu ses symbiotes, donc il a repris sa couleur d'origine, qui est une couleur plutôt blanche, ici plutôt bleue, due aux fameuses pocyloporines que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce blanchissement corallien, il se fait donc au travers donc, de phénomènes de stress. Si le stress est très long, ça amène jusqu'à la mort, mais on peut avoir des phénomènes de résilience, dont je vous parlerai un tout petit peu tout à l'heure, qui peuvent permettre de récupérer si le stress n'est pas trop aigu. Toujours pour insister sur le fait que ce côté blanchi, ce n'est pas un côté de mortalité, c'est juste une perte des symbiotes. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'ère de l'Anthropocène, dans l'ère de l'Anthropocène, les phénomènes de blanchissement qui ont été des phénomènes classiques, si on regarde en arrière, la géologie nous dit que des phénomènes de blanchissement, on en a eu fréquemment. Le problème, c'est qu'on en a de plus en plus fréquemment et qu'en plus, l'organisme est de plus en plus affecté avec des blanchissements qui sont de plus en plus importants.
Alors, je vous passe de comment on calcule cet index, mais c'est un index qui tient compte notamment des anomalies de température dans certaines régions. Et donc, grâce aux mesures qui sont parfois possibles en remontant ici jusqu'en 1870, ça c'est des données de la NOAA, donc du ministère de l'Environnement aux États-Unis, eh bien, on voit que des phénomènes de blanchissement, donc là, c'est la limite où on commence à avoir du blanchissement. En gros, imaginez-vous que c'est 2 degrés de plus. Ce n'est pas que des degrés, mais c'est comme s'il y avait 2 degrés de plus de température. On a toujours eu des phénomènes, des périodes un petit peu critiques. Et le souci, c'est que ces dernières années, des périodes critiques, on en a de plus en plus. Et la dernière en date très importante, c'est le dernier phénomène El Niño de 2015-2016. C'est la vague de chaleur qui s'étend au niveau de l'équateur, qui a créé un nouveau phénomène de blanchissement, de risque de blanchissement qui a été avéré sur le terrain, donc le plus récemment possible. Donc, des périodes, certainement. Quels sont les mécanismes qu'il y a derrière, maintenant au niveau tissulaire et cellulaire? Alors, certainement, l'azoxanthelle qui ne fonctionne plus correctement. Et finalement, un stress oxydant qu'on n'avait encore pas vu jusqu'à maintenant, mais là, l'animal, lorsqu'on le stresse, notamment avec de la température, eh bien, il augmente ses défenses antioxydantes, oui, donc il répond à cette hyperthermie, mais vous voyez, ça ne se maintient pas dans le temps, donc la stimulation des défenses est trop transitoire, donc ce qu'on ne voyait pas avant, là, on le voit, en présence de température, on a bien des dommages qui sont persistants, et qui amène, alors ça c'est une enzyme qui est liée au phénomène de mort cellulaire, donc on a un dommage persistant qui conduit un tout petit peu plus tard, à peu près 24 heures après cette augmentation des défenses antioxydantes, à des phénomènes de mort cellulaire. Alors, ça c'est une image, des images il y en a beaucoup, vous voyez ici tout un tas d'exemples de phénomènes de mort cellulaire ou de processus d'exocytose ou encore de détachement cellulaire ou de dégradation qui amènent au blanchissement. Je ne peux pas vous dire lequel est le bon. On a l'impression que c'est un petit peu espèce spécifique, voire stress spécifique. En tout cas, tous ces processus ont été observés chez les cnidaires symbiotiques. Et donc, je vous ai remis ici un petit récapitulatif de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un blanchissement au niveau cellulaire. On a tout d'abord une production une perte d'électrons parce que les thylakoïdes fonctionnent trop rapidement, peut-être, les photosystèmes. Cette production de ROS conduit à une dégradation des thylakoïdes encore plus importante qui augmente les espèces actives de l'oxygène, qui induisent des dommages aux microbes, à l'azoxanthelle, mais également à la cellule hôte. Et donc, ça entraîne les phénomènes de mort cellulaire et le blanchissement. Le blanchissement, donc, si le stress est trop aigu, on va vers la mortalité. Donc ça, c'est un même récif pris à des dates distinctes avec un stress qui s'est maintenu ici sur pratiquement 1 an. Donc on a une mortalité au final. Et si le stress est aigu et court dans le temps, on peut avoir un phénomène de résilience avec de nouvelles algues ou une remultiplication des algues restantes qui permet de rétablir la symbiose. Ça, c'est un exemple que je vous ai mis là, d'un même récif 1 an après. Et donc, c'était Barren Island, ici. Ici, vous avez ce qui se passait en août 2006. Août 2006, phénomène de blanchissement. Eh bien, 2 ans après, on va dire qu'on avait complètement récupéré. Donc, les phénomènes de résilience sont possibles s'il n'y a pas de stress supplémentaire, comme il pourrait y avoir, comme un stress acidification qui viendrait se superposer à ce stress température. Alors, comme je suis un petit peu en retard, je vais passer là-dessus et je vais conclure sur le lobion de corail et son environnement. Alors, je vous ai surtout présenté des interrelations qu'il peut y avoir entre les eucaryotes unicellulaires et leurs symbiotes, mais je vous ai présenté en début l'existence d'un écosystème beaucoup plus vaste que juste cette association, et que c'est l'ensemble donc de tous ces partenaires,
les eucaryotes unicellulaires, l'hôte, les prokaryotes unicellulaires et bien sûr également les virus qui font véritablement le fonctionnement de l'hôte corail et que tout ceci est régulé et dépend de l'environnement. Alors, les relations entre ces partenaires, et notamment avec le virus, et les relations notamment des bactéries avec l'environnement, ne sont pas très bien connues. On commence à y travailler de plus en plus. Il y a une très grande littérature qui commence à s'intéresser à ce microbiote bactérien et encore moins, mais de plus en plus également aux viromes qui existent au sein de ces tissus. Et récemment, il y a une expédition Tara qui s'est terminée l'année dernière en termes d'échantillonnage, qui est Tara Pacifique, qui a voulu donc partir à l'étude du microbiome corallien dans le contexte du changement climatique au milieu du Pacifique. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que le Pacifique, c'est là, et le Pacifique contient plein de petites îles qui sont assez loin de l'impact anthropique direct continental. Et donc, l'idée de travailler sur ces îles qui sont assez isolées permet de voir surtout l'impact du changement climatique et pas l'impact anthropique direct, plus le changement climatique. Certes, chacune de ces îles ayant ses particularités. Donc cette mission s'est déroulée sur 2 ans. En orange, ici, c'est la première année. En blanc, ici, c'est la deuxième année. Dans ce projet, il y a 70 scientifiques qui sont impliqués de 8 pays différents. Le bateau s'est arrêté à 60 sites dans chacune dans chacun de ces îles, enfin pas 70 dans chacune des îles, mais il y a 70 arrêts en tout dans 30 pays. Et on a pu récolter jusqu'à 40 000 échantillons, pas que du corail, mais aussi l'eau de mer, mais aussi du plancton, mais aussi du poisson, pour étudier véritablement l'impact du microbiote, non seulement au niveau du corail, mais aussi autour du corail, dans l'eau de mer, mais aussi dans les animaux qui vivent grâce aux coraux, comme par exemple les poissons. Donc ce sont des approches, comme on vous a dit ce matin, plutôt des approches de métagénomique, avec une analyse du microbiote en général, et une analyse également plus fine du phénotype de 3 coraux cibles qui ont été systématiquement échantillonnés. Donc ces 3 coraux que vous voyez là. Et l'ensemble de toutes ces données nous permettra, j'espère, dans quelques années, de vous donner un petit peu le deuxième volet de ces études, qui sont des études plus sur le microbiome bactérien. Donc voilà, dans je remercie mon petit holobionte, l'holobionte niçois, qui correspond à plusieurs laboratoires associés de plusieurs universités. Et je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là.